Être une star de YouTube, beaucoup en ont rêvé, mais très peu y sont arrivés. Pour y arriver, c'est un mélange de travail, de talent, mais également un peu de chance. La petite chance qui fait que tu seras là avec ce qu'il faut au bon endroit, au bon moment. Et si tu arrives à combiner ton talent, le travail et que la chance te prend dans ses bras, alors rien ne te résistera. À toi les sommets, la renommée, la gloire, l'argent, les femmes. Ah les femmes, le point faible des hommes. Et vous allez voir que ce point faible a conduit à la perte de notre star de YouTube. Cette star de YouTube a tout perdu à cause des femmes. Oui mesdames, à cause de vous. Enfin non, j'exagère un peu. C'est à cause de lui. Comment cette star des vidéos sur internet est passée du top 3 des plus gros youtubeurs français à celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir Norman fait des vidéos. Enfin, faisait des vidéos. Mousse est là pour mettre en lumière les mauvaises personnes, les fous. Faites entrer les gros tarés, de savoir ils vous éclaboussent. Mousse, mettez-vous à l'aise car là on va se régaler. Mousse, abonnez-vous et likez si vous avez kiffé. Ouais, c'est Mousse. Bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Comment ne pas commencer cet épisode sans vous remercier? La dernière vidéo, c'est un carton et ça, c'est grâce à vous. Merci infiniment de vos retours. Merci de vous être abonnés, merci du soutien et merci d'être de plus en plus nombreux sur les lives. D'ailleurs, pour toutes les personnes qui ratent les lives, c'est pas bien, le lien de la chaîne Twitch est en description. Ah oui, et petite information, je pense que ça va en décevoir certains, mais j'espère pas. Mousse, c'est le raccourci de Moustaki par rapport à la moustache. Alors je m'appelle pas Moussa, je m'appelle pas Mousse, je m'appelle pas Mustapha, je m'appelle Laurent. Voilà. Laurent, c'est un prénom bizarre. Quand t'es jeune, ça fait vieux, mais quand t'es vieux, ça fait jeune. Tu vois le délire? Genre t'as 5 ans, ouais Laurent, c'est un peu relou tu vois. Mais Papy Laurent, là ça en jette. Et maintenant que j'ai révélé mon prénom, les abonnements en chute libre. Non, tranquille les amis, on peut pas être parfait, je m'appelle Laurent, mais on est ensemble. Avant de commencer la vidéo, et comme d'habitude, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même. Objectif avant la fin de l'année, les 50 000 abonnés. Et l'objectif final, les 100 000. Le trophée YouTube des 100 000 abonnés. Donc pour me soutenir, votre plus gros pouce bleu, le commentaire, on s'abonne, sans oublier la cloche de notification. Très important pour pas rater les prochaines vidéos. Et maintenant, on se détend. À boire, à manger, on se met à l'aise, que ce soit au niveau de la position ou la tenue, je m'occupe de votre plaisir. Quand je la refais, sinon ça va être mal interprété. Maintenant, je m'occupe du reste. Aujourd'hui, nous allons donc parler de Norman fait des vidéos. Faisait des vidéos. Oui, parce qu'il est passé d'une des stars de YouTube en France à le youtubeur le plus détesté, je pense. Aujourd'hui, Norman est un paria, un vrai rebut de l'environnement YouTube. Et s'il est passé de ce jeune homme qui transforme tout ce qui touche en or à ça, cette situation, tous ces problèmes qu'il a eu depuis, eh bien, c'est uniquement sa faute. Dans la vie d'un créateur, il est possible que tu sois entraîné dans une sauce où tu n'y es absolument pour rien. Pour Norman, c'est pas du tout le cas. Bien que le sujet ait déjà été traité, je me permets de revenir sur cette affaire puisque depuis, il y a eu du nouveau. Revenons donc, si vous le voulez bien, sur cette affaire qui a enflammé Twitter à l'époque et qui a bouleversé à tout jamais le paysage francophone de YouTube. Norman Tavo, que vous connaissez sous le nom de Norman fait des vidéos, a commencé YouTube le 4 janvier 2011 avec cette vidéo, le club de ping-pong. Et depuis ce 4 janvier 2011, Norman a fait du chemin. Non, pardon, il a pas fait du chemin, il a cassé YouTube. Oui, je sais, j'ai une petite moustache digne d'un acteur porno des années 70. Mais bon, c'est le Movember et faut soutenir la cause. Norman, c'est en nombre total de vues cumulées, plus de 2,7 milliards de vues sur YouTube. C'est également 12,2 millions d'abonnés à son prime. Quand ça tournait très fort pour Norman, on était entre 15 et 40 millions de vues par mois sur sa chaîne, c'est
énorme. Et au top de sa carrière, Norman c'était le deuxième youtubeur français devant Squeezie qui était en pleine ascension. Le numéro 1 à l'époque c'était Cyprien qui était à ce moment-là intouchable. Soyons honnêtes, le style de Norman a fait un tabac. Les podcasts intimistes combinés à des sujets vraiment communs, ça a fait un carton. Il a créé un format où les gens se reconnaissent dans le sujet et dans la manière dont il vit les choses, et c'est à mon avis une des raisons qui explique que ces vidéos marchaient aussi bien. Là on est dans ses vidéos les plus populaires, et regardez le nombre de vues que faisaient ces vidéos podcast. Je pense que vous pouvez trouver une 50aine de vidéos qui sont au-dessus des 15 millions de vues. En plus de ces podcasts, on peut rajouter à son panel de vidéos des chansons avec des clips, mais d'une qualité extraordinaire. Malheureusement, je pourrais pas vous montrer des extraits puisque Norman est assez sensible sur les droits d'auteur. Il n'y a pas de souci, je comprends. Mais je vous invite à aller voir le clash Luigi Mario ainsi que Assassin des Templiers avec Squeezie. Les musiques sont pépites et que dire des clips, des masterclass. D'ailleurs, regardez, 93 millions de vues et 83 millions de vues pour Assassin des Templiers. D'ailleurs, à cette époque-là, Norman a featé avec tous les plus gros noms. À mon avis, aucun feat ne lui était refusé. On a par exemple Squeezie dans la chanson dont je vous ai parlé juste avant, Assassin des Templiers, et d'ailleurs Squeezie aura un impact sur le futur de Norman, mais on va y revenir. On a également Cyprien et Hugo tout seul dans la vidéo Luigi Clash Mario. On a également une autre chanson avec Natou, on peut également le retrouver avec Thibaut InShape et même Aurel San. Oui messieurs dames, Aurel, simple, basique. Simple, basique. Vous l'avez compris, tout réussit à Norman Tavo. Si bien que Norman veut plus que ça. C'est pourquoi il décide de se lancer sur scène en stand-up. Premier spectacle en 2015, Norman sur scène qui rencontre un franc succès. Mais pour son deuxième spectacle, ce ne sera pas la même histoire. 5 ans se sont écoulés entre son premier spectacle et son deuxième. Il a évolué et il a grandi. Mais c'est pas le seul, son public aussi a grandi. C'est pourquoi ce public qui avait apprécié son premier spectacle, n'aime pas du tout le deuxième. Pour voir son premier spectacle, il fallait être dans la salle. Pour son deuxième spectacle, vous pouviez être dans la salle, mais vous pouviez aussi le voir sur Prime Video. Et autant vous dire que sur Prime, Norman s'est fait défoncer. Aucune réflexion dans les blagues qui s'enchaînent sans queue ni tête, tout est survolé, rien n'est vraiment drôle et Norman manque de présence sur scène, c'en est même gênant pour les humains de plus de 10 ans. Les sujets sont vus et revus, les intonations sont piquées à Kev Adams, dommage quand on sait que c'était un des précurseurs du YouTube français. Encore un qui pense que la scène est un live YouTube, de toute évidence il s'est planté. Comme beaucoup, j'ai fait partie des spectateurs assidus des vidéos de Norman sur YouTube durant mon adolescence. En grandissant, je me suis peu à peu désintéressé de son travail, que je trouvais de plus en plus fade et vide de fond. Je n'avais donc pas l'intention de me pencher sur son spectacle, mais Amazon Prime n'entend pas de cette oreille. Ton presque agressif, rythme trop rapide dans le passage du coq à l'âne, on n'a pas le temps de s'immerger dans un univers ou d'assimiler une blague, vanne maladroite qui touche au victim blaming, certaines boutades ont déjà été faites et mieux par d'autres comédiens. Non seulement je n'ai pas ri, mais en plus j'ai ressenti un profond et réel malaise. Le spectacle de la maturité porte bien mal son nom et semble dater d'une autre époque dans la façon de voir le monde et ses habitants. Et des coms comme ça, il y en a plein, un spectacle très mauvais, aucune blague drôle, pas de fil conducteur, les transitions pour passer d'un sujet à un autre sont désastreuses. Et ça revient beaucoup. Et en fait, les gens ont été choqués par cette différence entre YouTube et le spectacle. Bah oui, parce que le spectacle, il n'y a pas de cut. Le dynamisme que tu peux créer dans une vidéo YouTube grâce aux cuts, aux effets, etc., en live, tu l'as pas. Et ce qui va faire la différence, c'est le charisme et c'est la présence sur scène. Et d'après ce qu'on peut lire dans les commentaires, c'était pas au rendez-vous. Et pour revenir sur le commentaire de la personne qui disait qu'il s'était lassé un petit peu au fil du temps, c'était pas le seul. Car comme on peut le voir sur les vidéos des 3 dernières années, les vidéos, même si elles font des stats exceptionnelles, elles font moins de vues qu'avant. Avant, c'était rare quand les vidéos faisaient moins de 10 millions de vues. Là, c'est rare quand elles font plus de 10 millions de vues. Regardez là, pour l'instant, il n'y a pas une vidéo qui fait plus de 10 millions de vues. Il y a beaucoup moins de vues qu'à l'époque. Et ça, c'est parce que le public de Norman a grandi et s'est lassé parce que Norman ne s'est pas transformé, n'a pas évolué. Contrairement à d'autres youtubeurs, comme par exemple Squeezie, qui a évolué, qui s'est renouvelé à chaque fois et qui reste aujourd'hui au top du top. D'ailleurs, c'est Squeezie lui-même qui est à l'origine de la chute de Norman fait des vidéos. Lui qui avait donné la réplique à Norman dans Assassin des Templiers, chanson et clip aux 83 millions de vues qui honnêtement ont tabassé YouTube à l'époque. C'est un tweet de Lucas Auchard, que vous connaissez sous le nom de Squeezie, qui a provoqué la chute lente mais certaine de Norman fait des vidéos. 6 août 2018, Squeezie lâche ça sur Twitter. Les youtubeurs, y compris ceux qui crient sur tous les toits qu'ils sont féministes, qui profitent de la vulnérabilité psychologique de jeunes abonnés pour obtenir des rapports sexuels, on vous voit.
La vérité finit toujours par éclater. Le tweet est repris 39 000 fois et fait exploser littéralement Twitter. Et à ce moment-là, déjà dans les commentaires, certains noms commencent à revenir, dont le nom de Norman. Norman, moi et mes copines, on pourrait avoir accès au backstage. Il nous avait prévenu avec un extrait du clip Assassin des Templiers, donc chanson de Norman et de Squeezie. Je fais les trucs un peu malsains. Squeezie avec tous les gens qui parlent de Norman dans son dernier tweet. Norman, Was Freestyle et In The Panda, c'est pour vous. Qui m'explique genre pourquoi vous accusez Norman. Après Caris Booba, Squeezie vs Norman, enfin bref. On a l'impression que tout le monde est au courant et qu'en réalité c'est un secret de polichinelle. Enfin, tout le monde est au courant. Pas mal de personnes. Comme je vous l'ai dit, le tweet de Squeezie explose Twitter et le hashtag balance ton youtubeur devient viral. Le raz-de-marée est tel que Squeezie est obligé de répondre à son propre tweet pour calmer les tweetos. Comme je vous l'ai montré, il y a plein de noms qui commencent à sortir, notamment Norman et Was Freestyle. C'est pourquoi Squeezie tweet « Je ne vais pas porter d'accusation précipitée, mais les concernés ne sont pas forcément ceux auxquels vous pensez. Je voulais dans un premier temps mettre un doigt sur ces pratiques et inciter les concernés à vite arrêter. Traiter ce sujet est complexe et nécessite du temps. Les concernés ne sont pas forcément ceux auxquels vous pensez. Est-ce qu'il l'a fait parce que Norman est un pote? Est-ce qu'il dit ça parce qu'il a pris un petit coup de pression? On saura jamais. En tout cas, c'est trop tard, le tsunami est lancé. Pendant près de 2 ans, Norman va continuer sa carrière de youtubeur assez tranquillement. Les rumeurs sont toujours là, mais il arrive à passer entre les gouttes. Sauf que le 8 juillet 2020, ça va commencer à tourner pour lui. Maggie Desmarais, une des présumées victimes, va prendre la parole sur Instagram. Pour commencer, je tiens à dire que j'ai vraiment hésité à écrire ce texte. J'aime pas avoir ce genre d'attention autour de moi. Par contre, avec toutes les conséquences que ça a amené dans ma vie, je pourrais pas vivre avec la pensée qu'une autre fille pourrait vivre la même chose que moi. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais vous partager mon histoire avec Norman Tavo. Norman fait des vidéos en espérant pouvoir protéger les jeunes filles de ce monde. Là maintenant, je vais très peu parler et je vais vous montrer des extraits de témoignages puisqu'à la suite du post Instagram de Maggie, les langues se sont déliées. Je tiens à préciser que la plupart des extraits sont issus de la vidéo du roi des rats. Il a interviewé lui-même 6 filles, sachant qu'il y a d'autres victimes mais elles ne souhaitaient pas parler. T'avais quel âge quand t'as commencé à discuter avec Norman? J'avais 16 ans quand j'ai commencé, puis lui, à ce moment-là, avait 30 ans. Ah! Donc, tout a commencé sur Snapchat en 2017. En octobre 2017, j'ai envoyé une photo de moi puis mon chat à Norman sur Snapchat. Puis, je suis allée me coucher. Le lendemain, j'ai eu une réponse de sa part qui m'avait dit genre « T'es trop mignonne, c'est une belle surprise au réveil d'avoir une photo de toi. » Puis, ça s'est comme enchaîné. On s'est parlé pendant 9 mois jusqu'en août 2018. Il savait mon âge, c'est une des premières choses qu'il m'avait demandé justement quand il essayait d'apprendre à me connaître. Dans les premières semaines, c'était plus... il voulait plus en savoir sur moi, savoir si j'étais... qu'est-ce que je faisais dans la vie. J'étais étudiante. Il me complimentait beaucoup, c'était comme du flirt, mais moins cru que ce qui allait venir après. Mais c'est quand même rapidement tourné à des demandes excessives de photos de moi dénudée, puis tu portes toujours des trop gros pulls, des trop gros chandails. C'était jamais assez bien pour lui. Si je prenais une photo de moi couchée dans mon lit, il voulait que je sois debout. Puis c'était, OK, ben la prochaine fois, enlève ça, puis mets-toi comme ça. Même quand j'étais complètement nue, c'était la prochaine fois, place-toi de cette façon-là à la place, puis fais ci, fais ça. C'est dégueulasse. J'avais un copain à cette époque-là. J'ai dû laisser mon premier petit copain à cause de lui parce qu'il me disait tout le temps que je devais le laisser puis je serais tellement mieux à parler avec lui. De toute façon, moi, j'avais commencé à avoir des sentiments puis j'avais l'impression d'être amoureuse de lui. C'est arrivé assez rapidement qu'il commence à me dire ben si tu fais pas ça, je vais te supprimer. Si t'es pas capable de faire ça, c'est que t'es juste une gamine puis que t'es pas capable d'être assez mature puis de parler avec des gens comme moi. Puis il jouait beaucoup sur le fait de dire ben c'est moi, genre c'est moi Norman. Il jouait beaucoup sur le fait qu'on avait l'impression de déjà le connaître à partir de ses vidéos. J'étais toujours en train de lui poser des questions. Il me disait tout le temps non là je me dérange pas, non j'ai pas de meuf, genre arrête de poser des questions, t'es un petit bébé genre parce que j'arrêtais pas de poser des questions. Puis selon lui c'était immature de poser trop de questions. Mais quand je voulais pas faire les photos qu'il me demandait, c'est parce que j'étais pas assez une femme, j'étais pas assez adulte. Il disait si t'es pas capable de faire ça, c'est que tu m'aimes pas vraiment. T'es pas assez mature pour comprendre que les gens qui s'aiment, ils font ça. Puis... C'est ce qu'on appelle être sous emprise. L'utilisation du chantage affectif, ça fait un petit peu penser à un pervers narcissique. J'avais 16 ans, ça s'est passé en 2010. Donc je l'ai rencontré en convention. J'étais donc avec mon petit ami, 16 ans, premier copain. Moi, je le connaissais pas, j'ai quand même demandé à avoir un autographe.
Et j'ai senti, en fait, il m'a tapé sur le bras et il m'a dit, tiens, mets ça dans ta poche, mets ça dans ta poche. Et en fait, il m'a tendu un petit post-it jaune. Quand j'ai regardé le papier, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était son numéro de téléphone. Voilà, mais c'était sûr en fait. C'était sûr. Je lui ai envoyé un message. Il m'a répondu. Par contre, faut que tu m'envoies une photo parce que je me rappelle plus du tout. Ensuite, dans les échanges par message, il y a eu quand même beaucoup d'échanges. C'était super sympa au début. Je vais pas le casser, hein. Il était très très gentil au début. On a vraiment parlé de tout et de rien. Il m'a demandé qu'est-ce que j'avais l'intention de faire au lycée, par exemple. Il me demandait si ça se passait bien mes cours. Et en fait, un jour, il m'a envoyé je sais pas pourquoi, j'aimerais trop être avec toi là maintenant. Du coup, comme on peut pas être ensemble, est-ce que tu peux m'envoyer une photo? Et en fait, il m'en a envoyé une de lui où il était torse nu. Et il m'a envoyé, c'est ce genre de photos-là que je veux. Mais vous fumez, monsieur. Et à force d'insister, je lui ai envoyé d'ailleurs une photo où j'étais en soutif. Et je lui ai envoyé beaucoup de nudes à sa demande. Quand je lui ai envoyé la photo en sous-vêtements, il m'a envoyé ah d'accord, mais la prochaine photo sans le soutif. Puis ensuite sans la culotte, puis bon, c'est parti de plus en plus loin en fait. On s'est rencontrés, j'avais 17 ans et lui du coup il avait 28. Du coup j'ai rejoint des amis qui voulaient aller à son meet-up et du coup je suis allée le voir mais comme une espèce de pote on va dire parce que du coup j'étais pas spécialement fan de lui. Ça me semblait normal de plus venir vers lui en mode juste vas-y tu me signes un autographe et voilà. Et après ça donc du coup on se dit au revoir et je me dirigeais vers l'escalator et il m'a dit de revenir directement. Et il m'a dit est-ce que t'as Twitter? Et je lui ai dit oui. Il m'a fait envoie un tweet et je te follow. Le jour même je lui ai envoyé un tweet. Il m'a dit qu'il préférait parler sur Facebook. Je lui ai donné mon Facebook je crois et du coup il m'a ajouté et on a commencé à reparler sur Facebook. Je me souviens qu'au début sur Snapchat c'était un peu plus crescendo. Il commençait à m'envoyer des photos mais plus de son visage et petit à petit il commençait à descendre et il me demandait de lui répondre des photos. J'avais beau lui dire que j'étais pas à l'aise avec mon corps, il continuait quand même à me demander. Petit à petit dans notre relation c'était vraiment quelque chose c'était un conflit quoi. Quand je lui disais non la plupart du temps des fois il argumentait plus en mode oh mais c'est parce que t'es un bébé ou ça veut dire que tu m'aimes pas spécialement. Bien évidemment. Bien évidemment. Bien évidemment. Tu comprends quelque chose toi Samuel hein? Je me souviens aussi dans la relation, moi à l'époque j'avais très peur des hommes et du coup je me sentais plus attirée par les femmes mais et il y avait des moments où vraiment je lui ai dit que cash je préfère les femmes quoi donc je suis pas sûre que ça va fonctionner entre nous. Il a plus fait des phrases du coup j'ai fait ça pour rien, vraiment tu m'attires et tu fais pas en sorte de m'aimer en retour. Et il disait plus ça en rapport avec les photos. Il savait que j'allais pas bien, que ce soit psychologiquement et aussi physiquement, j'étais pas à l'aise avec moi quoi. Enfin du coup je m'aimais pas. Enfin au bout d'un moment j'arrêtais pas de lui dire que oui, j'étais plus attirée par les femmes que par les hommes et il m'avait dit tout un long message comme quoi le fait que je sois ronde, le fait que je sois plus jeune que lui, le fait que j'ai des gros seins et que forcément je lui résiste. Il aimait ça. Un jour, j'ai envoyé un Snapchat en lui disant que j'étais fan de lui. Et le lendemain, j'ai vu qu'il m'avait ajouté. Et de là, on commençait nos échanges sur Snapchat. Et ça a duré jusqu'après mes 18 ans et que je le rencontre. Il était très insistant. Il me demandait beaucoup de photos de moi. Quand je lui envoyais pas ce qu'il me demandait, il me menaçait de me bloquer et de me supprimer. Il me demandait une photo de moi dénudée. Je le faisais. Et puis derrière, il me disait non mais c'est pas assez. Si j'étais en sous-vêtements, il me disait dommage, il y a trop de tissu. Enfin, il me disait qu'en gros, j'étais une gamine de pas jouer le jeu à 100% et que si je faisais pas, c'est qu'au final, c'est que je m'en foutais de lui et que j'étais comme les autres en gros et que je faisais pas d'efforts. Mais oui, c'est clair. Quand on parlait donc sur Snap, quand je refusais d'envoyer les photos qu'il me demandait, il jouait beaucoup sur le fait que j'étais trop jeune au final pour parler avec lui, que je méritais pas de parler avec lui parce que j'étais une gamine. Il utilisait beaucoup ce mot-là. On discutait principalement de lui et de photos et de sexe. Il me proposait la belle vie avec lui à Paris, que moi, j'aurais rien à payer, pas de billets
train et tout, parce qu'au début je lui disais mais je travaille pas, j'ai pas de revenus, je peux pas me permettre de venir à Paris, en plus dans le dos de mes parents. En fait il disait que j'étais une enfant, quoi, que en refusant de venir à Paris, c'est que j'étais pas faite pour lui, quoi. J'avais 18 ans, j'étais majeure du coup, et lui il avait déjà 28 ou 29 il me semble. C'était en boîte de nuit sur Paris, et en fait j'étais avec une copine, et puis il est venu m'aborder, et moi je savais pas du tout qui c'était à la base, et donc il est venu m'aborder, etc. On a échangé nos numéros, et c'est après que ma copine m'a dit mais tu sais qui c'est Je dis non, pas du tout. Et on m'a dit après que c'était du coup Norman fait des vidéos. J'étais à peine dans le taxi qu'il m'avait déjà envoyé un message. On a commencé à discuter comme ça, et il voulait vraiment rapidement me voir déjà. Je lui propose qu'on se voit dans un café, et il refuse parce qu'il dit que avec sa notoriété, etc., c'est pas évident pour lui. Donc du coup je décide d'accepter de le voir chez lui, et donc il me donne l'adresse, etc. Je le rejoins chez lui, et en fait directement quand je passe le pas de la porte, c'est bonjour, et en fait il essaie directement de m'embrasser en fait. Et donc je le repousse, je lui dis doucement on se connaît pas du tout, on se connaît à peine, laisse-nous le temps d'apprendre à nous connaître, et ensuite on verra. Mais et il avait dit une phrase du style quand je l'ai repoussé, ouais je suis déçue, je pensais pas que t'étais une fille comme ça, ou un truc comme dans le genre. Du coup, dès le départ, il a été très tactile et tout ça, donc moi, je le repoussais un peu. Il me faisait déjà des remarques, genre, normalement, à ton âge, on fait déjà des trucs, à ton âge, on n'est pas bébé comme ça, c'est un caractère de bébé que t'as. Donc après, les jours ont passé, je me suis dit, ça va peut-être changer, tu vois, peut-être qu'il est peut-être trop pressé, ou j'en sais rien. Donc du coup, on décide de se mettre ensemble, etc., parce que je me dis, si on se met ensemble, peut-être que son caractère aussi va changer, ou je sais pas, voilà, j'avais vraiment espoir entre guillemets que ça se passe bien et qu'il change, quoi. Et en fait c'est devenu de pire en pire. Il me dit oui, du coup tu veux qu'on se voit ce soir? J'accepte. Je suis dans le Uber, j'arrive enfin chez lui, et direct quand j'arrive chez lui, il me prend dans ses bras, il m'embrasse. Et du coup pendant la soirée, il me propose déjà un verre. Moi tellement stressée, je lui demande que de l'eau. Je me souviens que je me renverse mon verre. Il m'avait dit quelque chose d'un peu salace par rapport à ça, parce que forcément c'est tombé sur mes seins. Tu te crois drôle, c'est ça? Tu te crois drôle? Il décide d'acheter après à manger, et pendant qu'il mange, et du coup on commence à regarder Black Mirror. Il commence à se rapprocher de moi et à m'embrasser, et au bout d'un certain moment, du coup on finit par aller vers son lit. C'est à ce moment-là que je commence vraiment à paniquer, donc du coup je lui dis que j'ai mes règles, ce qui n'était pas le cas. C'était un prétexte pour moi, pour pas qu'on aille trop loin, quoi. Et il a insisté plusieurs fois pour que j'y aille, et moi je lui ai toujours dit non. Face à son insistance, j'ai fini par accepter de faire des choses avec lui pour, on va dire, le soulager, malheureusement. Et j'ai décidé de lui faire une fellation. Fellation qui d'ailleurs, du coup, il retenait ma tête quelques fois. Et à la fin, il a éjaculé dans ma bouche, alors sans mon consentement, du coup, et sur mes seins. Donc, ça a commencé en mars 2015, j'avais donc 15 ans, par la suite d'un tweet où je complimentais sa vidéo et plus ou moins son physique, parce qu'il avait fait une fausse barbe. Il m'a suivi sur les réseaux, en particulier sur Twitter. On a commencé à parler un message privé. Il m'a demandé mon Facebook. Je l'ai ajouté, trop contente et à la fois hyper étonnée. Donc je l'ajoute, on commençait à parler sur Messenger, mais sans trop d'ambiguïté, jusqu'à où il me demande une photo de moi. Alors je demande pourquoi, je trouve ça bizarre. Sur le coup, j'ai cru même que c'était le faux. Donc il m'envoie d'abord une photo de lui, ce que je lui demande pour être sûr que c'est bien lui. Une photo de lui, une photo basique juste de son visage, vraiment qu'un selfie. Encore une fois, j'hésite, je leur envoie pas de message. Je dis, je suis désolée, j'y crois pas trop. Et du coup, il joue sur le chantage en me disant ok, bye. Donc je renvoie quand même une photo de moi en selfie, pareil. Après, rien trop d'ambigu par la suite. On continue de parler, et un jour, il me propose de m'ajouter sur Snapchat avec son nom de Nono super secret. Donc je l'ajoute. Il envoyait souvent des photos. Dans ses selfies, il m'envoyait, c'était vraiment avec des bisous cœur, des trucs un peu suspects. J'avais 15 ans, lui bientôt 30. Ah ouais, d'accord. Il a mis un snap en story d'une marque de gâteaux vegan qui me donnait trop envie, et quelques jours plus tard, du coup la story avait disparu, et j'ai décidé de lui demander parce que j'avais envie de savoir ce que c'était. Donc je lui demande excuse-moi, c'était quoi la marque de gâteaux que t'avais mis en story? Et il m'a dit si tu montres une photo de tes boobs, ok, voilà.
Donc j'étais ok, donc là c'est vraiment chelou. Je me suis dit pourquoi il me demande ça. Enfin j'ai juste dit oh, l'arnaque totale ou un truc comme ça et il m'a dit bah rien en fait. Il m'a bloqué direct. Il m'a bloqué immédiatement. Après du coup j'ai continué à parler avec lui mais sur les autres réseaux sans qu'il se rende même compte que c'était moi en fait. Même encore aujourd'hui je l'ai encore en ami sur Facebook qui se rend même pas compte de qui je suis. Il me suit encore sur Twitter et c'est ça le pire. Et en fait il savait vraiment bien faire pour dire les bonnes choses pour faire en sorte de te culpabiliser et de te dire ouais peut-être que c'est de ma faute et tout, peut-être que c'est moi qui suis pas normale. Et donc du coup ouais en fait au départ c'était ouais s'il te plaît même quand on regardait juste un film en fait c'était s'il te plaît touche-moi et ou alors il me touchait moi alors que j'avais pas forcément envie en fait, j'étais en train de regarder un film, enfin même pour les petits trucs du quotidien je faisais à manger et en fait il voulait absolument un contact physique, un rapport et j'étais là enfin laisse-moi tranquille quoi, je suis en train de faire à manger, on pourra voir ça plus tard, enfin là j'ai pas envie quoi. Ouais mais t'es un bébé, tous les couples ils font ça, tous les adultes ils font ça. Enfin en fait il me parlait comme si vraiment j'étais un enfant. Il me faisait beaucoup de remarques sur le fait qu'il aimait bien le fait que je fasse jeune, que je fasse pas mon âge, que je fasse pas adulte en fait. Et même dès le pas de la porte, il me demandait de dire bonjour à son pénis. C'est tout simplement une hallucination collective. Et je lui disais arrête parce que moi ça me repousse, et je me sens pas bien dans cette relation et tout ça, il va falloir que tu changes. Je voulais quelque chose de sérieux et que ça fonctionne. Et donc ça il le savait dès le départ. Et si tu veux, il en a beaucoup joué dans le sens où ouais mais j'aimerais bien te présenter à mes parents. Ouais, enfin tu vois, il me faisait miroiter que ça allait vraiment devenir sérieux et que en fait il allait y avoir un avenir, tu vois. Et donc du coup en fait il me tenait comme ça et il savait que moi je commençais à développer des sentiments etc pour lui assez forts et lui il en jouait beaucoup, genre oui si tu m'aimes vraiment fais ça. Ouais mais en fait tu m'aimes pas alors si tu le fais pas. Et quand il disait dommage c'est en rapport avec des rapports sexuels. C'est ça. Donc on a regardé un film et en plein milieu du film, il a commencé en fait à mettre sa main dans mon col, tu vois. On avait parlé de ça par SMS précédemment parce que il m'avait demandé si j'avais déjà eu des rapports ou pas. Je lui avais dit que non. Je lui avais aussi précisé que j'étais pas sous contraceptif. J'avais beaucoup précisé, enfin j'avais vraiment insisté là-dessus. Il m'avait dit que ouais, il y avait pas de souci, qu'il ferait attention, etc., etc. Sauf que moi, voilà, c'était mon premier rapport en fait. Il m'a fait comprendre en fait dans ses gestes qu'il voulait une fellation. Sauf que moi j'ai bloqué. Je lui ai dit comme c'est la première fois, pas cette fois, la prochaine fois, tu vois, genre je me sens pas de faire ça maintenant. Et en fait, genre là il s'est redressé et il m'a dit ah mais en fait je sais même pas pourquoi je t'ai fait monter sur Paris, tu m'as trop pris pour un con, en fait tu m'aimes pas. Il m'a dit ça et moi sur le coup je lui ai dit non mais non je t'aime et tout machin, ok c'est bon je le fais, tu vois. Donc je l'ai fait et on a eu un rapport. Il a utilisé un préservatif, sauf que quand le rapport en question a été fini, je me suis rendu compte en fait, et physiquement et en regardant sur le côté, qu'en fait il avait retiré le préservatif. En fait très clairement je lui ai dit t'as fini où? Et il m'a dit j'ai fini dans les draps. Sauf qu'en fait tu vois très clairement moi j'ai senti qu'il avait pas fini dans les draps. Et du coup je lui ai fait la remarque et il m'a dit je suis désolée pour les mots hein, c'est cru. Mais il m'a dit non en fait t'étais juste vachement mouillé. À la boulette. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Voilà, c'est le terme qu'il a eu. En fait, je me suis braquée là-dessus. Je suis tout de suite restée là-dessus. Je lui ai fait mais écoute, je prends pas la pilule et tout. Et lui, il était vraiment en mode chill. Il m'a dit écoute, si tu veux, il y a une pharmacie juste là au coin de la rue. Tu prends la pilule du lendemain. Si ça peut te rassurer, voilà, il y a pas de souci. J'ai pas pris la pilule du lendemain parce que lui il m'avait dit que non, il y avait pas de souci, que rien se passerait. Et surtout, j'ai eu très peur d'aller à la pharmacie. J'avais trop honte, en fait. C'est con de penser comme ça, parce que voilà, mais à l'époque, j'avais vraiment honte. Donc, on a eu une relation sexuelle, et puis la directe était très violent. Déjà, quand on s'est déshabillé, pendant l'acte, il m'a demandé de mettre mes sous-vêtements dans la bouche.
J'ai refusé, il a pas mal insisté. Au final, moi, j'étais catégorique dans ma réponse. C'était inenvisageable pour moi d'avoir un rapport sexuel pour la première fois avec lui et d'accepter ce genre de choses. J'ai pas voulu faire ça. Je ne comprends pas. Après, je l'ai trouvé particulièrement violent. Il m'a tiré sur le côté du lit. Et moi, j'étais pas trop donc dans ce délire-là. Alors, pendant l'acte, il est allé chercher donc son sac dans la salle de bain et j'ai souvenir qu'il était revenu avec un sac rempli de préservatifs et surtout il était allé chercher un gros pot de lubrifiant. Le rapport, il a tout de suite dégainé son téléphone, il est resté sur son téléphone, il a reçu un appel. Et en fait, il m'a dit, écoute, là, j'ai vraiment un imprévu. Faut vraiment que tu partes maintenant, mais on se capte ce soir. Je suis restée, en fait, j'étais frozen, tu vois, genre j'étais gelée sur place. J'étais là, attends, on vient de coucher ensemble. Est-ce qu'il faut vraiment que je parte comme ça? Enfin, il se passe quoi? T'inquiète, je te capte ce soir. Vraiment, là, c'est un imprévu. Je suis désolée, ma petite chérie. Regarde ton téléphone, je te SMS. C'est juste une affaire de 30 minutes et ensuite tu reviens, on passe une soirée sympa, on mange ensemble, on finit le film. T'inquiète. Il m'a fait sortir de chez lui. J'ai pas pu prendre de douche. Donc je suis sortie dehors comme ça. Après notre ébat, on va dire, on se remet devant la télé, devant Black Mirror et après ça, ça se voit qu'il est un peu insistant pour que je parte. Sauf que il était trop tard et l'auberge de jeunesse où j'étais, du coup avait déjà fermé. J'ai insisté à mon tour pour rester parce que très clairement je pouvais pas rentrer quoi. Il a fini par accepter. Ça se voyait très clairement que oui, il était saoulé. Il a accepté à condition que quand je dors avec lui, je sois sans eau. Pendant la nuit, il en a profité pour toucher mes seins. Après, le lendemain, il décide de me prendre un Uber pour que je rejoigne enfin mon école. Je reçois pas de message de sa part. C'est le lendemain que je finis par lui envoyer un message pour lui demander du coup c'est quoi notre relation. Il a commencé à paniquer totalement et à me dire ah non mais je pense qu'on devrait juste s'amuser ou quelque chose comme ça. Et je dis mais pourquoi tu dis ça? Il me dit parce que j'ai peur. Quand on était dans sa chambre, c'est à ce moment-là que j'ai vu sur son téléphone que je m'appelais 18 ans open. Après ce rapport sexuel donc que je dirais violent, on a décidé de dormir. Donc il m'a confisqué mon téléphone parce qu'il estimait que j'avais pas encore gagné toute sa confiance et donc qu'il savait pas si j'allais faire des photos ou des vidéos pendant qu'il dormait. Donc du coup on a dormi chacun de notre côté. Moi j'avais voulu me rhabiller après ce rapport et il avait refusé. Il m'avait dit que si je me rhabillais on dormait pas ensemble, que il fallait que je parte de l'hôtel et que du coup en fait il fallait que je dorme nue. Moi j'avais aucun moyen de rentrer chez moi donc j'ai accepté. Donc j'ai dormi nue de mon côté du lit et lui du sien. Et le lendemain mon téléphone faisait que vibrer et ça a énervé Norman et donc en fait il m'a directement demandé de me rhabiller, de partir. Et en fait, il m'a clairement mis à la porte. Alors moi, je prends le tramway, je rentre chez moi. Dans le tramway, honnêtement, je pleure et je me dis que j'ai fait une bêtise. Mais très rapidement, Norman continue de m'écrire sur Snap. Et en fait, il me fait comprendre que c'est totalement normal ce qui s'est passé. On peut se revoir. Il a adoré ce moment avec moi. Qu'on aura l'occasion de se revoir très bientôt, etc. Et de là, en fait, on commence à parler, mais beaucoup moins. Parce que je pense qu'il avait eu ce qu'il voulait, quoi. Le truc marquant qu'on s'est rendu compte après, surtout avec les autres filles, c'est que il a envoyé la même photo à la même heure, le même jour, à au moins 4 ou 5 de nous, avec la même phrase. Donc quelques mois après, j'ai décidé de mettre fin à notre relation. Et après que j'ai fait mon témoignage donc sur ma story Instagram, quand j'ai voulu en fait screener l'intégralité de la conversation, je n'ai plus jamais retrouvé la conversation, donc en fait il a supprimé totalement notre conversation. Au bout d'un certain temps, après ma dénonciation, j'ai remarqué qu'il y avait de plus en plus de victimes. Là, à l'intérieur de la première semaine, j'en avais reçu une dizaine, ça l'a continué encore de plus en plus. J'avais fait aussi une entrevue avec Urbania, ça l'a encore plus emmené d'autres témoignages. Au bout d'un moment, on était rendu à une trentaine peut-être. Voilà comment ces jeunes filles nous décrivent ces échanges directs avec Norman. Donc j'avais 16 ans. J'avais 16 ans. Je crois qu'il m'envoie un snap de sa tête, je lui dis t'as pas bronzé, je réponds comme ça, il me dit ouais je te plais pas, non. Et donc là je lui réponds directement mais t'as 30 ans par contre tu vois, parce que je commence à réaliser que
c'est bizarre qu'il me raconte ça, quoi. Au début, c'était tout et rien, du style, on parlait de mon petit chien, lui, il me parlait des animaux de compagnie qu'il avait pu avoir, et ça a commencé, en fait, à dériver sur des, étant donné que je peux pas te voir, est-ce que tu peux m'envoyer une photo? Clairement, petit à petit, je sentais que ses propos étaient ambigus et que c'était de la drague. Tu vois, moi, je voulais juste continuer à lui parler, mais sans cette ambiguïté un peu malsaine. Et le seul truc que j'avais répondu que j'avais trouvé à lui répondre, c'était, écoute, dans ce cas-là, on te parle quand je serai majeur. Donc, tu vois, je pose limite. Je lui dis, écoute, là, c'est pas possible par rapport à l'âge. Et là, il me dit un truc du style, j'hésite à te supprimer du coup. En fait, c'est lui, le premier, qui m'a envoyé une photo torse nu. Et il m'a envoyé... Et maintenant, tu m'envoies la même, lol, t'inquiète, tu plaisantes. C'était très malsain, en fait. Je sais pas si on peut parler d'emprise, mais il essaie de mettre un truc en place, tu vois. Enfin, plutôt, il tape le terrain pour voir sur qui il va tomber. Parce que moi, on va dire que j'ai eu de la chance à cette époque-là de ma vie. Moi, j'allais très bien. J'avais quand même la tête sur les épaules, on va dire. J'avais le recul pour réaliser, finalement, assez rapidement, même si au début, j'étais un peu naïve, de me dire que c'était vraiment anormal et pas du tout approprié. Je l'ai fait. En fait, je lui ai envoyé une photo, je crois que c'était en soutif et en jean. Et très rapidement, en fait, il a commencé à m'envoyer des petits trucs comme ça, mais toujours en me disant, mais je plaisante, t'inquiète pas. Mais ça aurait été mieux sans le soutif. Et sans le jean aussi. Ah, puis sans la culotte. Mais toujours avec un, non mais je plaisante, t'inquiète. En tout cas, je sais très bien que sur certaines autres filles, c'est normal que, qu'il ait pu aller plus loin quand il tombe sur une fille, je sais pas, un peu perdu, un peu faible, j'en sais rien. Ça m'a pas du tout étonné, tous les témoignages qu'il y a eu derrière, tu vois, contre lui. Cette affaire a suivi son cours puisqu'une plainte a été déposée au Canada par Maggie et des plaintes ont été déposées en France. Ces plaintes déposées en France découleront sur une garde à vue le 5 décembre 2022. Norman a donc été placé en garde à vue ce lundi 5 décembre dans le cadre d'une enquête préliminaire confiée à la brigade 1. Il est actuellement interrogé sur des faits de corruption de mineurs et de viol impliquant plusieurs jeunes femmes. Le 15 décembre, on apprend que la garde à vue du youtubeur a été levée sans poursuite à ce stade, mais l'enquête se poursuit toujours. On a une petite précision, 6 jeunes femmes ont porté plainte contre Norman. À la suite de cette garde à vue, Webedia, l'agence star des plus gros youtubeurs, lâche son poulain Norman. Ils suspendent leur collaboration avec leur ancienne poule aux œufs d'or. Après Webedia, c'est YouTube lui-même qui lâche Norman. YouTube le sanctionne en démonétisant sa chaîne. J'imagine que Norman a sûrement placé de l'argent, qu'il a des économies, etc. Mais c'est un gros coup dur pour lui, puisque YouTube doit être à ce moment-là, donc en décembre 2022, sa seule source de revenus. Hormis des placements, de l'immobilier, etc. Je parle vraiment comme son travail, on va dire. Donc, ces vidéos continuent à être disponibles sur la plateforme, mais plus 1 euro va rentrer dans sa poche. Et c'est ça qui va nous intéresser. Si nous constatons que le comportement d'un créateur sur YouTube ou en dehors nuit à nos utilisateurs, à notre communauté, à nos employés ou à notre écosystème, nous prenons alors des mesures supplémentaires pour les protéger. Alors moi je me rappelle quand j'ai vu ça, j'ai trouvé ça vachement sévère. Alors avant de me tirer dessus, je m'explique. Pas vachement sévère parce que je minimise ce qu'il a fait, sévère dans le sens où la justice n'a pas encore rendu son verdict. Sauf que c'est une mesure qui n'a rien à voir avec la justice. Dans le règlement YouTube, c'est bien inscrit que c'est YouTube qui a la main. Donc si tu nuis à l'image de YouTube, à ses utilisateurs, etc. Et sachant qu'en tant que créateur de contenu, tu as un contrat, et je pense que Norman avait un contrat particulier, eh bien YouTube a le droit de te dégager, peu importe s'il y a un jugement de la justice ou pas. Avec la garde à vue, l'affaire qui explose, la vie pour Norman était assez compliquée, si bien qu'il a commencé à être harcelé dans la rue, dans la vraie vie. Attends, je suis avec Norman là. Je suis avec le gros pédophile Norman, c'est carré. Et je crois, si je vous dis pas de bêtises, qu'il a changé de pays depuis par rapport à ce type d'incident. Tout ce contexte pour vous dire quoi? Pour vous dire que depuis décembre 2022, il y a eu du nouveau. Bien que le tribunal populaire et la France entière aient condamné Norman fait des vidéos, il y a une seule institution en France qui peut condamner un homme ou une femme. C'est le tribunal, c'est la justice. Alors, notons que la justice peut se tromper, elle peut condamner une personne alors qu'elle est innocente, et elle peut juger une personne innocente alors qu'elle est coupable, ou relâcher une personne par manque de preuves, vice de procédure, etc., etc. Cependant, nous avons confiance en la justice. Le 11 octobre 2023, on apprend que l'enquête préliminaire a été classée sans suite. Je sais, ça va vous énerver, mais calmez-vous. Souvenez-vous, 2 chefs d'accusation contre Norman Tavo. Corruption de mineurs
et viol. Concernant la corruption de mineurs, la qualification de corruption de mineurs a été écartée au motif que l'âge des jeunes filles n'a jamais été précisé en début de prise de contact et qu'elles n'avaient pas d'apparence physique ni de discours laissant supposer de la part du mis en cause une particulière attirance pour les enfants ni les corps enfantins et qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier un indice de volonté de perversion de la jeunesse requis pour retenir cette qualification. Concrètement, ça veut dire quoi? Je vous donne un exemple. Si Norman a demandé leur âge aux filles pendant une convention, comme ça a été le cas pour certaines des victimes, des présumées victimes, pardon, eh bien il n'y a aucun élément matériel, aucune preuve. Pendant la convention, elle a pu dire oui, j'ai 16 ans, mais ça n'a jamais été marqué dans un message. Ce qui me choque un peu dans ça, c'est n'avait pas d'apparence physique. Bref, mais également ni de discours laissant supposer de la part du mis en cause une particulière attirance pour les enfants. On attend quoi en fait que Norman il ait des t-shirts « J'adore les petites filles » C'est quoi le délire? Bref, les qualifications de viol ni d'agression sexuelle ont davantage été retenues dès lors que les échanges préalables aux rencontres étaient systématiquement sentimentaux, ça c'est vrai, mais les sentiments ça peut être à cause de l'emprise, mais bon, apparemment ils s'en foutent, et le plus souvent sexualisés et sans ambiguïté. Ça, on peut pas leur donner tort. C'est vrai que Norman, il y allait franco. Direct, dans les premiers temps, envoie-moi une photo de ta touche, quoi. Il apparaît ainsi que les consentements n'ont pas été trompés et que la pression de ne pouvoir revoir le mis en cause ou son insistance ne peuvent suffire à caractériser la contrainte. Eh bien, apparemment, on peut être très insistant et c'est pas une contrainte. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est la justice. Mais attention, les présumées victimes n'ont pas dit leur dernier mot. Donc ça, c'est un post de Maggie, la québécoise. Bonjour à toutes et à tous, nous avons appris quelques heures avant vous que nos plaintes avaient été classées sans suite. Bien sûr, nous sommes bouleversés par cette décision de la justice et nous ne voulons pas en rester là. Comme nos avocats l'ont déclaré dans la presse, nous vous confirmons que nous avons décidé de déposer une plainte avec constitution de partie civile. Nous sommes déçus mais pas affaiblis, nous restons fortes et nous sommes plus que jamais déterminés à continuer notre combat et faire entendre nos voix. À noter une précision importante. Le classement sans suite conduit à l'abandon des poursuites pénales malgré la plainte enregistrée. L'affaire est donc classée, toutefois cette décision n'est pas un jugement et n'a pas la force d'un jugement. Un classement sans suite, ça veut pas dire que tu es déclaré non coupable. C'est pourquoi à tout moment, le procureur peut revenir dessus s'il l'estime nécessaire. Donc, qu'il y ait des nouveaux éléments, qu'il revienne dessus parce qu'il estime avoir fait une erreur, eh bien, le procureur peut revenir dessus et changer sa décision. Et attention, parce que la plainte avec constitution de partie civile peut tout changer. Affaire à suivre. On approche de la fin de cette vidéo et je vous avoue que la finalité de cette affaire me laisse sur ma faim. J'ai déjà entendu quelques personnes remettre en doute la parole des présumées victimes. Je trouve ça un petit peu déplacé puisqu'il y a en tout une trentaine de personnes, mais seulement 6 ont porté plainte. Ces 6 personnes qui ont des messages, qui ont des screens, qui habitent à des endroits diamétralement opposés. Elles ont reçu ces messages à des périodes différentes. Je vois pas à quel moment elles auraient pu se concerter et bidouiller tout ça. Le problème dans ces affaires, c'est que la décision rendue par la justice donne l'impression à ceux qui avaient des doutes, bien qu'ils avaient raison d'avoir des doutes. Or, il faut bien faire la différence. La justice ne remet pas en doute ce qui s'est passé. Elle vient juste dire, attention, par rapport aux 2 chefs d'accusation, ça manque de concret, ça manque de preuves. Et ça, c'est absolument pas la même chose. Et je sais que la décision rendue par la justice peut paraître extrêmement frustrante, elle est extrêmement frustrante parce que ça donne presque l'impression de protéger les agresseurs, mais elle est obligée d'être ultra factuelle comme ça. Il n'y a pas de place à l'interprétation, au ressenti et au jugement. Seulement des faits et des preuves. C'est problématique, surtout que certains agresseurs le savent et en conséquence de ça font très attention à ce qu'ils écrivent. En tout cas, j'espère qu'à l'avenir, la justice fera la lumière sur cette affaire et qu'elle respectera l'honneur, la dignité des victimes dans leur combat, car même si je ne suis qu'un homme et pas un juge, sur cette chaîne, on sera toujours du côté des victimes. On arrive donc maintenant à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez votre plus gros pouce bleu. Donnez-moi votre avis sur cette affaire en commentaire. Si vous appréciez le contenu de la chaîne, on s'abonne sans oublier la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. Quant à moi, je vais aller me coucher. Comme vous le voyez, j'ai les yeux éclatés à cause des lumières. On se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Mousse vous salue.